8h44, le club de la presse sur Europe 1. Sur l'échelle des temps géologiques, vous savez, c'est l'histoire de la Terre. Les dinosaures ont popularisé le Jurassique. Les géologues se demandent maintenant si l'activité humaine est une force suffisamment puissante pour que l'on parle aujourd'hui de l'Anthropocène. Et bien, les écoféministes vont un cran plus loin dans la désignation du coupable de la force géologique en question avec l'Androcène. Ne cherchez pas de dictionnaire, il est trop jeune pour y apparaître. L'Androcène serait l'ère géologique pendant laquelle les hommes, c'est-à-dire le sexe masculin, est responsable de tous les maux. Le mâle alpha de l'Androcène, c'est l'entrepreneur qui veut aller sur Mars, qui fabrique des voitures à partir de minerais qu'on arracherait à Gaïa, la terre-mère. Au 19e siècle, ce mâle alpha de l'Androcène aurait porté l'uniforme du colonisateur. Par-delà l'Androcène, paru chez Seuil, c'est le titre d'un court livre qui est co-signé de la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, sur lequel on va se pencher ce matin avec nos deux éditorialistes. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Plaisir de vous retrouver, sociologue, éditorialiste. Je sais que le concept d'Androcène vous fascine. Vous avez le petit fascicule. Tout souligné, tout travaillé. Voilà, tout travaillé. Adrien Matou, journaliste à Marianne, est avec nous également. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous aussi, vous avez lu. Vous n'avez pas la preuve sous les yeux, mais je vous fais confiance. Si, je l'ai lu. Est-ce que vous en recommanderiez la lecture l'un et l'autre de ce petit fascicule qui est assez court, c'est une 60aine de pages. Alors oui, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que la tentation mauvaise, ceux qui sont critiques de ces folies associées à la gauche radicale, c'est de dire ça va passer, c'est pas sérieux, ce sont des lubies, c'est pas vraiment intelligent, c'est pas vraiment intéressant. Le problème, c'est que ces idées ont tendance à se normaliser, à se banaliser, à être reprises tôt ou tard par les figures qui se veulent modérées, raisonnables. Oui. Et je donne l'exemple du planning familial ces derniers jours en fait. Il y a quelques années, on vous aurait dit un homme peut être enceinte, on aurait dit c'est fou, ça va passer, quelle connerie. Aujourd'hui, quand on dit oui, mais un homme peut être enceinte, plusieurs disent non, c'est faux. Eh bien, le gouvernement reprend l'accusation de transphobie contre ceux qui disent qu'un homme ne peut pas être enceinte. Alors, il faut lire ça parce que dans quelques années, de telles thèses vont être normalisées à l'université, vont être banalisées dans la gauche radicale et ensuite la gauche modérée court après la gauche radicale pour demeurer de gauche. Donc, il faut prendre au sérieux un tel ouvrage qui propose une forme de synthèse entre les différents courants justement de gauche radicale aujourd'hui et qui non seulement fait le procès du capitalisme, mais de l'existence même de notre civilisation depuis Descartes et Christophe Colomb. Parce que le phénomène est le suivant, c'est-à-dire que certains pourront s'indigner que l'on désigne comme ça Sandrine Rousseau et qu'on la moque, alors qu'en réalité, simplement le fait qu'elle en parle dans cet ouvrage fait accéder à un public large à une notion qui est débattue de longue date dans les milieux écoféministes, Adrien Matou. Le processus est le suivant. Alors, pour répondre à la première question, alors effectivement, peut-être pour ce que disait Mathieu, ça peut être intéressant pour se rendre compte du phénomène à l'œuvre. Ceci dit, c'est pas une lecture très distrayante. Vous savez, c'est comme en météo, c'est comme en littérature, il y a la température et le ressenti. Là, c'est 60 pages, mais le ressenti, c'est plus 600 que 60. Vous avez souffert à la lecture de ces 64 pages. Ceci dit, alors, je nuancerai un peu l'inquiétude de Mathieu parce que je trouve que le contenu du livre n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base théorique. C'est-à-dire que l'Androcène, donc qui est défini, en gros, l'Anthropocène, c'est l'ère à partir de laquelle l'humain devient force géologique. Voilà, modifie l'environnement de manière irréversible. L'Androcène, on essaie de pointer la responsabilité des hommes, de certains hommes, mais en fait c'est un concept complètement fourre-tout dans le livre, et l'Androcène est responsable de absolument tout, depuis l'esclavage jusqu'à la Shoah, en passant par l'écriture non inclusive. Si vous me permettez, je lis un court extrait pour ambiancer l'auditeur. Elle parle de la société industrielle anglaise du 19e siècle qui serait à l'origine du dérèglement climatique. Voilà ce qu'écrit Sandrine Rousseau et ses deux co-auteurs. Le dérèglement climatique aurait été favorisé, voire rendu possible par une concentration patriarcale transgénérationnelle du capital houillé et industriel au profit d'une poignée d'héritiers, justifiant qu'on ne parle pas seulement de capitalocène, mais plus spécifiquement de patriarcapitalocène. Oui, non, c'est la logique intersectionnelle appliquée à l'écologisme. C'est ça qui est assez particulier. C'est-à-dire tous les courants, comme il y a ceux qui détestent par exemple les mangeurs de viande, ceux qui détestent ensuite ceux qui font probablement des poids et haltères, il y a ceux qui détestent ceux qui font des voyages et qui ont une piscine privée, et probablement ceux qui regardent des films d'action et qui ont aimé Top Gun. Et bien, on trouve une espèce de point fédérateur entre tout cela. Je me reconnais dans l'homme que vous mais saviez-vous, je parle de vous, Dimitri. Oui, alors on rassemble tout ça ensemble et on a un concept qui permet de fédérer les luttes sous un étendard commun. Alors que la puissance théorique de cet ouvrage soit nulle est indéniable. Mais
fait est que nous sommes devant un manifeste qui a une efficacité politique, qui est d'ailleurs accueilli comme tel dans Libération, par exemple. On dit un ouvrage décapant, un ouvrage percutant. Alors, il y a une forme de désir de se reconnaître dans cette espèce de théorie très large qui embrasse tout et qui permet de fédérer des courants contradictoires, mais dans un ennemi commun qui est l'homme blanc hétérosexuel d'Occident bedonnant. Alors, on parle entre hommes là de la production littéraire, enfin théorique d'une femme à propos des hommes. Emmanuel Ducrot est resté avec nous, hein, je le précise quand même. Emmanuel, vous intervenez, vous n'hésitez pas. Je m'interrogeais sur la conduite que je dois désormais tenir sur ce plateau. Je pense que déjà vous devriez tous vous taire, hein, vous êtes tous coupables. Moi, moins que vous, un peu quand même, mais moins que vous. Je suis assez sidérée de ce débat parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on tire le fil jusqu'au bout ? Ça veut dire qu'en fait, on doit éradiquer l'homme du débat public. Il a tellement fait de mal que la femme devrait, en soi, intrinsèquement prendre le pouvoir parce qu'elle serait intrinsèquement meilleure. On sent bien à quel point c'est délirant comme... c'est absolument délirant comme thèse. Je veux dire, c'est intéressant de lire ce constat qui est foutraque. Les lecteurs du livre, justement, dites-nous, est-ce que c'est précisément ce que préconise Sandrine Rousseau ? L'homme a tellement failli que c'est place aux femmes. Justement, c'est peut-être un petit peu décevant à la limite, parce que les préconisations, selon moi, selon le livre en fait, sont plus des espèces d'injonctions un peu comme un manuel de développement personnel que des mesures politiques. Je vous donne juste 2 exemples. Le livre est vraiment truffé de phrases comme ça, il n'y a aucune proposition concrète. C'est que des phrases du type trop peu de perspectives qui nous fassent réellement vibrer, il nous faut des règles, il nous faut également des rêves. Ou nier sa sensibilité n'est pas sans conséquence, à trop retenir nos larmes, nos peurs et nos colères, nous nous empoisonnons. Donc finalement, on est un petit peu moins inquiet parce qu'il n'y a pas vraiment de perspectives concrêtes, c'est juste des espèces d'injonctions lifestyle, quoi. Je dirais qu'il faut faire confiance aux militants de cette tendance pour trouver des idées concrètes ensuite pour nous empoisonner la vie. Donne-nous une, c'est celle qu'avait émise Sandrine Rousseau, de créer un délit de non-partage des tâches domestiques. Donc, autrement dit, elle nous explique d'ailleurs dans l'ouvrage que la vie privée n'existe pas. Alors ça, c'est un vieux classique de l'extrême gauche. La vie privée n'existe pas. Il faut politiser l'intime. Tout est politique. Donc, politiser l'intime, c'est politiser la télécommande à la maison, mais politiser la manière dont on fait la vaisselle. On s'en souvient, elle l'avait proposé. Et n'oublions pas, quand il y a eu la course à la direction pour la présidentielle chez les écolos, eh bien, Alice Coffin, qui soutenait Sandrine Rousseau, avait dit si Yannick Jadot est un vrai féministe, il accepterait de s'éclipser parce qu'il faut qu'une femme l'emporte en tant que telle. Donc, à la question posée, est-ce que les hommes doivent disparaître du portrait? La réponse, c'est oui. Alors, on l'exprime avec un degré de généralité dans cet ouvrage, un peu, pour ne pas... En fait, pour qu'on n'ait pas les petites phrases qui permettraient de dire, voilà exactement, vous voulez chasser les hommes de la vie publique aussi clairement que ça, mais la volonté d'humilier l'homme. Je pense que c'est central, la querelle du barbecue dont on a parlé ces derniers jours. C'est pas artificiel, c'est une volonté d'humilier, je dirais, le résidu de masculinité ou de virilité qui peut exister chez l'homme en son pavillon de banlieue, en disant, même là, petit homme mesquin, petit homme satanisé, tu pollues la planète et tu détruis la planète en t'adonnant au plaisir de l'entrecôte, et nous allons te poursuivre jusque dans ta cour de maison. Et c'est cette logique de politisation de l'intime qui est une logique aussi, en dernière instance, de persécution. Par-delà Landrocène, donc c'est audité au seuil. Je donne le nom des 2 autres auteurs, Adélaïde Bon, Sandrine Roudot, c'est ça, et Sandrine Rousseau. Autre affaire qui va vous intéresser également, alors dans un genre différent, quoique, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, Laurence Boone, vous savez, c'est l'ancienne chef économiste de l'OCDE, a reproché hier à la Commission européenne son soutien au FEMISO. FEMISO, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la branche jeune d'une organisation réputée proche des frères musulmans. Donc vous voyez l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, on reproche à la Commission européenne d'une certaine complaisance avec des associations qui militent clairement pour libéraliser le port du voile. Et ce FEMISO est très proche de l'Union des organisations islamiques en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'UOIE? C'est les frères musulmans, en fait, voilà, très clairement. Voilà. Marianne y a consacré plusieurs articles à Adrien Matou. Cette histoire-là, ces reproches adressés par la France à la Commission européenne, qui n'aurait pas les yeux suffisamment grands ouverts sur ses partenaires sur les questions de laïcité, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, à mon avis, ça nous dit 2 choses. D'une part, c'est que les mouvements islamistes qui, au fond, détestent l'état de droit, détestent la démocratie, détestent la protection des minorités, s'ils étaient au pouvoir, jamais aucun de ces principes ne serait mis en œuvre. Ils instrumentalisent tout ce que les démocraties libérales occidentales ont comme principes fondamentaux pour faire avancer leur cause. Ils instrumentalisent ça et ils n'hésiteront jamais à aller devant les tribunaux, à revendiquer le droit des minorités, etc. Et la deuxième chose que ça révèle, c'est que l'Union européenne est une entité qui est en fait un grand marché, mais qui ne tient aucune réflexion sur ce qu'est la civilisation européenne. On sait ce qu'est l'UE, mais l'UE ne sait pas ce qu'est la civilisation européenne. Et en fait,
quelque part, il y a une forme de neutralité axiologique, c'est un terme compliqué pour dire que l'UE est un marché et elle a théorisé le fait que son identité était de ne pas en avoir. On considère que l'Europe est en fait juste une plateforme dans cet où espace, toutes les cultures... Dans cet espace sans identité, le hijab, le port du hijab est une Mais c'est liberté une culture pas comme comme une autre. Mais ça va plus loin en Mathieu dernière Bocoté. instance parce que le hijab il faut d'abord l'accepter, mais on pourrait dire c'est la logique canadienne. En dernière instance, on le brandit comme un symbole de notre propre ouverture. Et on l'a vu au Canada, pas seulement le hijab, mais le niqab a été brandi par la classe politique canadienne comme la preuve de l'ouverture absolue du Canada à la différence. Eh bien, l'Union européenne, qui effectivement, l'Union européenne a peu de choses à voir avec la civilisation européenne, eh bien, par multiculturalisme, eh bien, en vient la première étape du multiculturalisme, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Mais l'étape suivante, ça consiste à dire que c'est le symbole Pourquoi vous dites le multiculturalisme, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Oui. Traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil. Oui. Le multiculturalisme nous dit que c'est la société d'accueil qui doit s'adapter au nouvel arrivant. La prochaine étape dans tout cela, c'est de nous dire le symbole qui nous contredit doit être embrassé parce qu'il est justement la preuve de notre propre ouverture. Et de ce point de vue, le hijab, demain, le niqab, demain ou après-demain, on verra. Mais le hijab est brandi et va marquer une ouverture explicite, ostentatoire au hijab. C'est une manière de se féliciter soi-même pour sa propre ouverture. Et ce qu'il faudra dénoncer en dernière instance, ce n'est pas le hijab, mais ceux qui dénoncent le hijab. Et on le traite en plus, et là c'est la mécanique dégénérée d'un certain libéralisme, pas de tout le libéralisme, qui nous dit, eh bien ce n'est qu'une manifestation de spiritualité individuelle. Et on refuse de prendre conscience des revendications ethno-religieuses conquérantes d'un certain islam qui instrumentalise, Adrien le disait, tous les principes de l'état de droit pour être capable de tapisser l'espace public de symboles religieux sous le signe d'une volonté de conquête de l'espace public. Merci à tous les deux. Merci de vos éclaircissements absolument passionnants. À mettre en lien d'ailleurs avec l'information qu'Europe 1 vous révélait ce matin, cette note du renseignement territorial, nous montrons que les frères musulmans ont activement travaillé à ce que les musulmans de France votent pour Jean-Luc Mélenchon, candidat qui leur paraissait, je les cite, les plus compatibles avec la laïcité. Et je trouve que l'emploi par les frères musulmans du mot de laïcité est quand même extrêmement signifiant. Ça s'inscrit dans ce que j'expliquais sur la récupération. L'inversion totale du sens du mot laïcité. La guerre du langage est centrale. Ça permet finalement de paralyser l'adversaire qui ne sait plus à quoi réfèrent les mots. Merci messieurs. Mathieu Bocoté, Adrien Matou de Marianne et Madame Emmanuelle Ducrot qui est restée avec nous.